Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux autour d'un sujet qui nous a beaucoup occupés ces dernières semaines. Je crois que c'est valable pour nous et pour vous. Je suis donc Victorien Degatine, directeur commercial de BDL, et je suis accompagné à ma gauche de Laurent Chauderge, qui est le directeur de la recherche ESG, Nicolas Julia, qui est responsable des projets transverses, Jean Duchin, qui est le gérant de BDL Transition, notre fonds ISR et SFDR 9, pardon, dont on vous parlera un petit peu à la fin, et de Camille Delabo, de Chaudenay, pardon, qui développe les fonds avec moi. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans l'onglet Q&R, questions et réponses, à la fin du webinaire. Nous prendrons toutes les questions et nous tâcherons d'y répondre. Laurent, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Victorien. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter trois grands thèmes. Au premier bloc, ce sera vous présenter notre innovation sur la troisième version de notre méthode de scoring ESG, KIRA. Ensuite, on aura un bloc réglementaire sur notre définition d'investissement durable et nos travaux sur la taxonomie, qui débouchera sur la classification SFDR de nos fonds. Et puis, on fera un focus sur BDL Transition, qui est le seul fonds article 9 de BDL. Alors, premier point sur la méthode de notation ESG de BDL. Donc, elle s'appelle KIRA. On l'a développée il y a 5 ans et on est aujourd'hui à la troisième version qu'on va dérouler sur l'année 2023. La construction de KIRA a une structure originale puisqu'elle est basée sur deux grands piliers qui sont la transparence de l'information ESG et la qualité des pratiques ESG d'entreprise. On va noter ces deux blocs et la somme de ces deux blocs donnera une note sur 20. En transversal, on a aussi des poids sur le E, le S et le G qui sont de 40% sur l'environnement et la gouvernance et de 20% sur le social. Dans notre version de KIRA 2, on avait deux grands objectifs. C'était 1, pousser les entreprises à plus de transparence ESG et 2, pousser les entreprises à ce qu'elles se fixent des objectifs officiels, notamment concernant la trajectoire climat et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 3 ans plus tard, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, la transparence de l'information a beaucoup augmenté. Si on regarde par exemple les réponses au questionnaire climat du CDP, le nombre d'entreprises qui répond est passé de 2500 à 5000. Et concernant les objectifs, on voit la même tendance. Si par exemple on regarde les sociétés qui ont un objectif validé par l'initiative Science Based Targets, le nombre de sociétés a été multiplié par 4 en 3 ans. Donc il nous fallait évoluer parce qu'aujourd'hui, la transparence n'est plus quelque chose de discriminant et les sociétés dans lesquelles on investit ont des très bonnes notes sur la transparence, en général autour de 18 sur 20, et donc ça met un biais à la hausse de la note totale. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu augmenter la pondération sur la qualité des pratiques pour devenir de nouveau discriminant, et avec deux objectifs dans ce KIRA 3. Premièrement, se concentrer sur l'exécution de la stratégie d'entreprise, maintenant qu'elles ont fixé des objectifs, et deuxièmement, aligner le scoring KIRA avec nos priorités en tant qu'actionnaire. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de l'application KIRA. Donc là, vous avez l'application KIRA qui représente Heidelberg Cement, qui est le grand cimentier allemand. En haut, on a la note KIRA de Heidelberg Cement en KIRA 3, 14,3 sur 20. Et vous avez le détail entre la note sur l'environnement, 18,3 sur 20, la note sur le social et la note sur la gouvernance. Et à droite, vous voyez que Heidelberg Cement est défini comme sustainable au sens de la définition de BDL que Nicolas présentera ensuite. On remarque tout de suite que sur Heidelberg Cement, la note totale est tout à fait honorable et qu'il y a une petite faiblesse qui est sur la gouvernance où la société n'obtient que 10 sur 20. Donc ensuite, on peut aller dans le détail du KIRA scoring. Et vous allez justement sur la gouvernance si vous voulez avoir plus d'informations. Et donc chaque critère ensuite, les management skills, la qualité de la gouvernance, la transparence de la comptabilité et le niveau de controverse sont notés sur 2 au maximum et 0 au minimum. On voit que ce qui pêche notamment ces deux sujets chez Heidelberg Cement, c'est un petit sujet sur la qualité de gouvernance, notamment parce que la famille détient encore une bonne partie du capital, donc ça peut laisser poser des questions sur le traitement des minoritaires. Et un autre sujet relevé par notre analyste qui est sur la qualité des KPI fournis par Heidelberg Cement, qui pour nous pourrait être beaucoup plus détaillé, et aussi sur la transparence de la comptabilité, où parfois on a des difficultés à réconcilier le PNL entre le chiffre d'affaires pour aller jusqu'à l'EBITDA. Donc c'est à la fois deux faiblesses, mais aussi deux sources d'amélioration potentielle pour Heidelberg Cement. Tout le scoring KIRA, qu'on vient de détailler sur l'environnement social et la gouvernance, est ensuite
résumé, on va dire, dans cette scorecard, où on va voir les forces et potentiellement les faiblesses de l'entreprise. C'est ce qu'on retrouve ici sur la comptabilité et la note qui est un peu moins bonne avec les 10 sur 20. Donc voilà un petit peu comment Kira 3 fonctionne. Je vais juste en profiter pour vous montrer une petite chose qui fera transition avec la présentation de Nicolas. J'ai pris Total Energy. On remarque que la note de Total Energy est tout à fait honorable à 14,8 sur 20, avec une très bonne note notamment sur la partie environnement selon notre notation. Et pourtant, Total Energy n'est pas durable au sens de notre définition SFDR. Et on va vous expliquer avec Nicolas pourquoi c'est le cas, par exemple, sur Total. Merci. Alors, notre définition de l'investissement durable. Donc, pour définir si une entreprise est durable ou non, on a conçu un processus en 4 étapes que l'entreprise va devoir valider pour donner à la fin la notion de durable ou non durable. C'est un processus qui capitalise sur l'expérience qu'on a déjà acquise en matière de ESG chez BDL. C'est également un processus qui est applicable à l'univers d'investissement de BDL, donc c'est-à-dire que tous les fonds qu'on gère partagent cette même définition de l'investissement durable. Et enfin, c'est un processus qu'on a automatisé et qui est mis à jour en temps réel. Alors si on commence avec la première étape, on prend l'exemple d'une entreprise qui va passer ces 4 étapes. Et donc la première, c'est nos filtres d'exclusion normatifs et sectoriels. Ça, c'est une politique qu'on a en place depuis déjà plusieurs années. Si l'entreprise ne valide pas ces filtres, elle sera considérée comme non investissable. En revanche, si elle passe ces filtres, on va regarder le niveau de controverse. Le niveau de controverse, il nous est donné en temps réel par notre prestataire Sustainalytics. Et si le niveau de controverse est égal à 5, l'entreprise ne sera pas durable. En revanche, si le niveau de controverse est inférieur à 5, l'entreprise sera potentiellement durable et elle va continuer le processus. On arrive à la deuxième étape. La deuxième étape, ce sont les incidences négatives ou les fameux PAI pour Principal Adverse Impact en anglais. Et là, on va vérifier certains seuils. Alors, vous savez, il y a 16 indicateurs qui sont obligatoires. Ils sont donnés par les régulateurs. Et nous, il y en a 2 qui vont être déterminants dans la définition de l'actif durable. Le premier, c'est le PAI 4 de la première table, où on va regarder les entreprises qui sont exposées au secteur des énergies fossiles. On a mis un seuil à 25%. Et donc, toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 25% exposées aux énergies fossiles, on va les considérer comme non durables. Alors, pourquoi on a mis 25%? Premièrement, parce que c'est cohérent avec la politique d'exclusion normative et sectorielle qu'on a au départ. Et ensuite, ça permet de dire que toutes les entreprises qui ont au moins un quart de leur chiffre d'affaires exposé à du raffinage, de la distribution ou de la production d'énergie fossile seront non durables. Le deuxième PAI qu'on va regarder, c'est le PAI 4 de la table 2. Ce sont les entreprises qui n'ont pas d'objectif de réduction de gaz à effet de serre. Et ce PAI, on va le traiter dans l'étape 4 juste après. On a également 2 PAI qui alimentent automatiquement notre politique d'exclusion. Les 2 premières étapes, elles sont importantes parce que d'un point de vue réglementaire, elles nous permettent de vérifier le principe de do no significant harm. C'est-à-dire en français qu'on évite de financer des secteurs ou des entreprises qui peuvent avoir un préjudice important sur le plan environnemental ou sur le plan social. Ensuite, on arrive à la troisième étape. La troisième étape, c'est notre analyse ESG. Alors, on va d'abord regarder si une note KIRA existe, comme Laurent vous l'a présenté. Si ces notes existent et qu'elle est inférieure à 10 sur 20, l'entreprise ne sera pas durable. Si elle est supérieure à 10 sur 20, l'entreprise sera potentiellement durable. Ensuite, s'il n'y a pas de note KIRA, mais qu'il existe une note Sustainalytics, on va quand même s'en servir parce que nous, ça va nous permettre de noter la totalité de notre univers d'investissement et d'avoir une première information pour savoir si l'entreprise est durable ou non. Il faut juste savoir que Sustainalytics, c'est une note en risque. Donc 0 sur 100, c'est la moins bonne note et 100 sur 100, 0 sur 100, c'est la meilleure note et 100 sur 100, c'est la moins bonne note. Ici, si la note de Sustainalytics est inférieure à 25 sur 100, l'entreprise sera potentiellement durable et si elle est supérieure à 25 sur 100, elle ne sera pas durable. Et enfin, s'il n'y a pas de note KIRA, pas de note Sustainalytics, ça veut dire qu'il n'y a pas d'analyse ESG sur le titre et donc elle ne sera pas durable. Ici aussi, on valide un principe important pour le régulateur qui est de s'assurer que les entreprises dans lesquelles on investit de façon durable appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Et comment on le vérifie? En fait, KIRA
la gouvernance dans Kira, ça représente 40% de la note finale. On arrive ensuite à notre quatrième et dernière étape. Ici, on va s'intéresser aux objectifs de réduction de CO2 des entreprises. On a 3 façons de le faire. Ce qui est important pour nous dans un premier temps, c'est le Science Based Target Initiative, ou SBTI. SBTI, c'est donc une initiative externe qui propose aux entreprises de valider la faisabilité de leurs politiques de réduction de CO2. Il y a 2 statuts qui existent auprès du SBTI. Le premier, c'est Committed, ça veut dire que l'entreprise est en train de faire valider ses objectifs, ou alors Target Set, ça veut dire que le SBTI a validé scientifiquement sa politique de réduction de CO2. Si c'est le cas, on considérera que l'entreprise est durable. Ensuite, si l'entreprise n'est pas engagée auprès du SBTI, mais qu'on reçoit une information via le PAI 2.4 que je mentionnais tout à l'heure, donc qui s'intéresse aux politiques de réduction de CO2 des entreprises, cette information est bonne, et bien on considérera que l'entreprise est durable. Et enfin, s'il n'y a pas d'engagement auprès du SBTI et si le PAI n'est pas renseigné, ce qui peut arriver quand ce sont des entreprises de taille moyenne, on peut faire une analyse chez BDL qui va consister à regarder les rapports des entreprises, à dialoguer avec le management pour savoir s'il y a des objectifs de réduction de CO2 qui sont en place. Et si c'est le cas et qui sont satisfaisants, on considérera l'entreprise comme durable. Enfin, s'il n'y a aucune des 3 informations qui existent, ça veut dire que l'entreprise n'a pas d'objectif de réduction de CO2 et donc elle ne sera pas durable. Alors si on synthétise, notre processus en 4 étapes et qu'on l'applique à notre univers d'investissement, la première étape, qui est les exclusions ainsi que les controverses, enlève à peu près 1% de l'univers en termes de durabilité. La deuxième étape, avec les prises en compte des PAI, notamment sur les énergies fossiles, réduit l'univers durable à 95%. La troisième étape, avec l'analyse ESG, le réduit à 65%. Et enfin, la quatrième étape, avec les objectifs de réduction de CO2, permet de réduire notre univers durable à 46%. Voilà, bon, la main. Merci Nicolas. Alors, en plus des travaux qu'on vient de vous présenter sur SFDR, on a aussi fait des travaux sur la taxonomie et on voulait vous présenter des résultats. Donc, on a travaillé sur le pourcentage de chiffre d'affaires éligible selon la taxonomie, qui est un des 3 ratios, avec le pourcentage de CAPEX et le pourcentage d'OPEX. Et donc, ce qu'on a fait, c'est faire des simulations sur le fonds BDL Conviction, qui est un des 4 fonds de BDL, et on vous a donné les résultats qu'on a trouvés selon 3 sources de données. La première, les rapports annuels. La deuxième, le fournisseur Sustainalytics. Et la troisième, une base de données de Goldman Sachs. Alors, vous voyez en haut, sur la première ligne, qu'on a calculé le ratio, donc le pourcentage du chiffre d'affaires au niveau de BDL Conviction éligible à la taxonomie. Vous voyez que les chiffres sont très différents d'une source à l'autre. Et la raison pour laquelle les chiffres sont très différents en consolidé, c'est parce qu'au niveau des sociétés, parfois, les chiffres sont très différents. Et donc, on a mis ici 5 sociétés, et je vais passer 2 minutes pour vous expliquer pourquoi les chiffres sont différents, parce que pour nous, c'est très intéressant, et ça montre que la réglementation est encore un peu immature. Si on prend le cas de Siemens, Siemens a un exercice fiscal décalé et vient juste de publier son rapport de sustainability pour 2022. Dans ce rapport-là, il est écrit clairement que Siemens dit que son pourcentage de chiffre d'affaires éligible à la taxonomie est 20%. Et pourtant, on voit un chiffre de 7% chez Sustainalytics et de 69% chez Goldman Sachs. Ces 2 sources de données avaient essayé d'estimer le pourcentage de revenus éligibles à la taxonomie de Siemens, et on voit qu'en fait, elles se sont trompées, elles étaient assez larges. Deuxième société, Arkema. Là, c'est très clair dans le rapport annuel, dès le rapport annuel 2021. La société explique avoir 30% de son chiffre d'affaires éligible à la taxonomie. Et les 2 données de Sustainalytics et de Goldman Sachs sont encore très différentes. Donc, on voit bien que c'est difficile d'estimer le chiffre sans avoir le chiffre publié par la société. Un troisième exemple, c'est BNP Paribas. Vous allez dans le rapport annuel, donc là, ce n'est pas en chiffre d'affaires parce que c'est une banque, c'est en pourcentage des actifs. BNP vous explique que c'est 26% des actifs qui est éligible à la taxonomie. Sustainalytics ne donne pas de données pour les banques et Goldman Sachs a une estimation à 83,6%. Donc là encore, on a des chiffres très disparates. Quatrième exemple, le constructeur automobile Mercedes. Donc là, dans le rapport annuel, vous voyez 99%, chez Sustainalytics 1% et chez Goldman Sachs 100%. Quand vous lisez en détail le rapport annuel, Mercedes vous dit « Mon interprétation de la taxonomie, c'est que le secteur automobile en général est éligible à la taxonomie, donc je mets quasiment 100%. » Quand vous parlez à Sustainalytics sur le pourquoi 1% seulement, ils vous disent
Dans le secteur automobile, la seule partie qui est éligible, c'est les véhicules électriques et les voitures qui émettent moins de X CO2 par kilomètre parcouru. Donc, ils prennent une analyse beaucoup plus restrictive et selon leur analyse, actuellement, le pourcentage de chiffre d'affaires éligible de Mercedes n'est que de 1%. Et le dernier exemple qui est très intéressant aussi, c'est Airbus, où là, tout le monde est à peu près d'accord à 0 ou 1%. Donc, quand on lit le rapport annuel de Airbus, Airbus vous explique, en 2021, au moment où j'ai publié mon rapport annuel, le régulateur n'a pas défini ses critères pour le secteur de l'aviation. Donc, je suis contraint de mettre 0% dans mon rapport annuel 2021. Mais en 2022, le régulateur va publier ses critères et selon ce que je pense, j'aurai à ce moment-là 100% de mon chiffre d'affaires qui sera éligible. Donc, on a potentiellement une société qui va passer de 0% à 100% en un an seulement. Donc, on voit que c'est un petit peu incohérent quand même. Alors, maintenant qu'on a présenté notre définition d'investissement durable et notre vision sur la taxonomie, on va vous montrer les implications de ça sur la classification de nos fonds. Donc, comme vous le savez peut-être, on a 4 fonds chez BDL, BDL Rempart, BDL Conviction, Durandal et Transition. En termes de classification SFDR, on a 3 fonds qui sont article 8 et un fonds BDL Transition qui est article 9. Ensuite, comme vous le savez, il faut fixer un minimum réglementaire d'investissement durable dans chaque fonds. Donc pour BDL Rempart et BDL Conviction, on est à 20%. BDL Durandal, on a mis 10%. Et BDL Transition, 100%, puisqu'il est article 9. Actuellement, si on calcule le pourcentage d'investissement durable dans chacun de ces fonds, vous voyez qu'on est entre 54% au minimum sur Durandal et 100% au maximum sur BDL Transition. Concernant la taxonomie dont je viens de parler, comme on a vu les incohérences actuelles, on ne peut pas s'engager sur un chiffre puisque les données sont trop variées. Donc, on a mis pour l'instant 0% de minimum aligné avec la taxonomie. Ça donne une transition pour laisser Jean parler de BDL Transition. Oui, bonjour à tous. On voulait vous présenter quel était l'impact sur le fonds BDL Transition SFDR 9 de cette clarification de la réglementation, parce que c'est les fonds SFDR 9 qui ont été peut-être le plus touchés. Premièrement, une première remarque, c'est qu'on a décidé, suite à la clarification de la réglementation, de laisser le fonds en SFDR 9, parce qu'on pense qu'il y a la création de valeur dans l'univers investissable qui est nouvellement défini. Et donc, on pense que pour nos co-investisseurs dans ce fonds-là, on a une proposition d'un fonds SFDR 9 avec une méthodologie qui est assez claire, hein, celle que vient de vous expliquer Nicolas, qui est qui est très transparente et qui permet d'obtenir in fine un investissement 100% durable au sein de BDL Transition. L'univers durable, on part donc de l'univers de BDL qui est capitalisation boursière au chiffre d'affaires supérieur au milliard d'euros. On y applique le filtre SFDR 9. On arrive à un univers dit durable qui exclut donc en fait un certain nombre de sous-secteurs, c'est-à-dire les énergies fossiles essentiellement et les exploitations minières plus le tabac. J'y applique en plus pour spécifiquement BDL Transition quelques filtres supplémentaires qui sont issus du label ISR puisque le fonds est labellisé ISR. Et on obtient donc ensuite BDL Transition qui a un investissement 100% durable comme le veut désormais la réglementation. Donc, qu'est-ce qu'un investissement 100% durable pour BDL Transition? Donc, on continue, pour ceux qui nous connaissent, à investir dans les 5 thématiques que nous avions définies au préalable et on continue à chercher à investir dans des technologies qui sont sur le cercle extérieur, qui n'ont pas d'impact négatif ni sur l'environnement ni sur le social et qui, voire même, ont un impact positif sur leur environnement au global. Et donc, on focalise nos investissements sur la partie transition énergétique vers l'éolien, le solaire, le stockage énergétique, vers la transition sur la mobilité, vers les bâtiments bas carbone, par exemple. Pour tout ce qui est transition digitale, on va chercher des technologies de substitution qui permettent soit d'économiser de l'énergie, soit de permettre aux gens de ne pas se déplacer, par exemple, si on parle du travail à distance. Et pour la santé, la transition santé, par exemple, on va se focaliser sur la santé digitale ou l'agriculture durable. Je vous donne ici un exemple proche de nous, typiquement le genre d'investissement, ou qu'est-ce que l'investissement durable selon nous.
Donc, si je prends la transition énergétique ici, j'ai pris l'exemple d'une maison qui est dite construite de façon durable, hein, selon le terme consacré actuellement. Et on voit en bleu ici, j'en ai pris que 5, mais elles sont multiples. On voit qu'il y a 5 micro-thématiques qui sont investissables selon nos critères. Et on voit que la potentialité et l'univers d'investissement est large. Et surtout avec des compagnies de grande qualité qui ont de la croissance, une très bonne technologie et du pricing power, ce qui est très important par les temps qui courent, notamment avec une inflation galopante. Donc, je citerai ici chauffage, climatisation, par exemple, qui est un sujet prégnant aujourd'hui. Les panneaux solaires, où en Europe, on est un petit peu en retard, mais je pense que la technologie est en train de se développer sur le sol européen, ou alors toute la thématique de l'électrification ici. Je vous donne un deuxième exemple d'univers durable et d'investissement durable au sein de la transition santé-bien-être. Par exemple, si on prend la grande thématique large, puisqu'on vient d'avoir les chiffres sur la croissance de la population attendue à horizon 2100, on sera peut-être 11 milliards à cette période 2100. Bon, je ne serai pas là pour le voir, mais en tout cas, la tendance lourde est là. Et on voit qu'il y a, au sein de cette grande thématique de croissance démographique, on voit qu'il y a des micro-thématiques différentes et qui nécessitent des recherches différentes, un investissement différent, mais avec tout autant de potentiel. Donc, si on regarde l'Europe, par elle, sa population va stagner, et donc on va plutôt se focaliser sur le vieillissement de la population. Amérique du Nord et Europe, on voit que la population stagne peu ou prou. Et par contre, à l'inverse, sur les zones feu en voie de développement ou en développement, on voit que la population est déjà, très importante ou en forte croissance, comme ici en Afrique. Et là, on va essayer d'investir dans des choses durables qui sont trouver des moyens d'avoir de la nourriture de façon alternative ou alors développer l'agribusiness qui sera, je pense, la solution pour nourrir 11 milliards de personnes à horizon 2100. Et donc, en conclusion, je réponds à la question que je pose au début, c'est de dire pourquoi on a choisi de rester SFDR 9 sur ce fonds. On a choisi de rester SFDR 9 parce que on y croit. Je réponds souvent avec cette phrase que j'aime bien, mais qui n'est pas de moi. Pourquoi c'est important? Parce que there is no planet B. Et donc, je pense qu'on doit aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, mais aussi donc dans l'investissement, avoir une conscience de la durabilité. Et je pense que ça peut créer énormément de valeur pour les co-investisseurs et pour la planète en même temps. Donc, BDL Transition, selon nous, hein, c'est la réponse de BDL à cette problématique de l'investissement durable. Et je pense que le fonds a ces 4 propriétés qui lui sont propres et qui sont intéressantes. L'exclusion sectorielle du non durable, elle est assez stricte. Donc, vous ne verrez pas des choses qui, selon nous, vont impacter l'environnement ou impacter le social dans nos investissements. Le filtre de la note ESG propriétaire est drastique, comme vous l'a expliqué Laurent, et on l'améliore tous les jours avec le KIRA 3.0 désormais. L'univers d'investissement, il reste large, donc on n'est pas cantonné à quelques micro-sociétés avec une technologie en devenir et qui se paye 200 fois les résultats. Non, notre univers reste large, et donc on a la possibilité de trouver des bons investissements au bon prix. Et on vient, le dernier point, mesurer l'impact de nos investissements. Ça, pour ceux qui connaissent bien, les SFDR 9 ont de toute façon l'obligation de montrer l'impact qu'ils ont dans leurs investissements. Et nous, on le fait donc chaque année au travers d'un rapport d'impact que l'on publie tous les ans autour de juillet de chaque année. Voilà ce que je voulais vous dire sur BDL Transition. Alors, merci à tous. Je crois qu'il n'y a pas de questions par écrit pour le moment. Peut-être que d'autres questions vous viendront plus tard et bien sûr toute l'équipe commerciale est à disposition pour y répondre. Nous vous enverrons la présentation et puis si des questions vous viennent, on peut attendre peut-être une minute afin de savoir s'il y a quelques questions. Camille, est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant. Je crois qu'il n'y a toujours pas de questions. N'hésitez pas à nous. Ah, Ça y est. pardon, la première question. Laisse un peu de temps. Comment traitez-vous les shorts sur les investissements durables? Alors, à ce stade, on traite les longs en investissement durable et on ne traite pas les shorts, notamment parce que pour l'instant, la réglementation n'a pas avancé sur ce sujet des shorts. Pourquoi dans BDL Transition, le seuil des énergies fossiles n'est pas à 25%? Je pense que le slide n'est pas à jour. Enfin, il y a une petite coquille, c'est bien 25%.
Vous avez beaucoup parlé d'exclusion pour un investissement durable dans BDL Transition. Quid des sociétés, pardon, je suis désolée, il n'y a pas de question en même temps. Quid des sociétés qui pourraient s'améliorer mais qui sont exclues? Alors, c'est une bonne question. On a décidé d'être un petit peu plus regardant, entre guillemets, sur ces choses-là. On a fixé des seuils que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire qu'on est sur les énergies fossiles. Alors, c'est des ratios qui ont vocation plutôt à être réduits dans le temps, mais à date, on n'a pas exclu au premier euro, justement pour essayer d'accompagner les entreprises qui souhaitent s'améliorer. Cependant, dans notre volonté d'avoir un produit véritablement durable et qui se peint en vert, on a voulu être assez drastique, je dirais, sur les exclusions et donc de ne pas permettre d'avoir des choses qui étaient entre les deux et qui diminuaient la clarté du fonds et sa définition pour nos co-investisseurs. Donc c'est pour ça qu'on reste assez strict, je vais le répéter plusieurs fois, sur la définition durable et qu'est-ce qu'un secteur durable selon nous. Je comprends que l'univers reste large, mais n'y a-t-il pas malgré tout un risque de crowded avec les autres? Il y a, alors c'est pour moi j'imagine, il y a effectivement, enfin il y a pas effectivement, l'univers reste très large. On part sur un univers aujourd'hui qui est à peu près autour de 1000 sociétés. Donc en fait notre univers durable il est entre 500 et 600 sociétés, sachant que c'est un univers qui est évolutif, hein, parce qu'il y a des sociétés tous les jours qui passent le milliard. Ou deux, il y a peut-être des sociétés dans une géographie différente qui nous apparaissent intéressantes. Donc, je pense que la planète et même l'Europe est assez dynamique pour trouver des bonnes entreprises au bon prix. Je rappelle que sur ce fonds, on garde quand même l'ADN de BDL qui est regarder les valorisations. Et donc, effectivement, il y a parfois des sociétés qu'on aime beaucoup, qui ont un impact fort dans la durabilité, dans lesquelles on voudrait investir, qui malheureusement ne sont pas au bon prix. Donc, on reste patient et on alloue nos capitaux ailleurs. Beaucoup de gérants d'actifs définissent l'investissement durable via un mapping des activités des entreprises. Vous avez décidé de raisonner plutôt via les pratiques ESG des entreprises. Pour quelles raisons? Alors oui, l'activité, au niveau de l'activité des entreprises, ça se fera très certainement avec la taxonomie. En tout cas, c'est l'idée. En fonction de comment ça va évoluer, on pourra regarder aussi la durabilité des entreprises prises avec ce prisme-là. Pour l'instant, c'est encore assez, comment dire, c'est vraiment le début et c'est difficile d'avoir une vue claire, comme Laurent vous l'a présenté tout à l'heure sur la taxonomie, avec ce prisme-là. Pouvez-vous repréciser comment vous répondez à la mention investissement qui contribue à un objectif environnemental ou social de la définition SFDR, sans parler du DNSH? Oui, alors on a pris le biais environnemental et pas social, notamment avec la 4e étape. En fait, la 4e étape, on s'intéresse aux objectifs de réduction de CO2 des entreprises. Et cette étape nous permet de valider le fait que l'environnement est durable avec un biais environnemental. En revanche, on ne traite pas la question du social dans cette définition, quand bien même elle est traitée dans le KIRA ou ailleurs, ou dans les PAI ou dans la politique d'exclusion, effectivement. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. On est encore une fois, bien sûr, à votre disposition. À bientôt. Au revoir.